Eh bien, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous pour cette réunion du Club Excellence qui aujourd'hui sera consacrée à un sujet éminemment important, et on va le découvrir, qui est celui de la cybersécurité. Je me présente très rapidement, Guy-Philippe Goldstein. Je suis enseignant à l'école de guerre économique et advisor de plusieurs entreprises sur les questions de cybersécurité. Et je vais avoir la chance aujourd'hui de pouvoir discuter de ces questions-là avec, d'une part, Olivier Bayon. Ravi que tu sois là, Olivier, Enchanté. dirigeant du groupe Batiloc, Exactement. et également Béatrice Gora, que je connais en plus très bien de mon temps à l'école de guerre économique. Béatrice Gora, qui est responsable architecture cybersécurité chez Cisco. Tout à fait. Pas n'importe quoi. Eh ben, on va démarrer tout de suite, et donc on va essayer de comprendre un petit peu quelles sont ces questions de cybersécurité. Et puis, on va avoir la chance d'avoir Olivier, qui, je crois, connaît un peu ces sujets-là, mais les découvre en même temps que nous, parce que de toute façon, on les découvre tout le temps. Olivier, on sera là, Béatrice et moi, du mieux qu'on peut pour essayer de répondre à tes questions. Eh bien, Et merci. puis après, évidemment, on écoutera également les questions des auditeurs, parce que n'oubliez pas, vous pouvez aussi poser vos questions, hein. C'est une conversation qui est ouverte entre nous tous. Alors, ces questions cyber, de quoi s'agit-il exactement? En forme d'introduction, on va avoir, je crois, un petit sujet qui va nous présenter un petit peu ces problèmes de cybersécurité. Puis après, on va aller entre nous dans le fond des choses. Alors, tout de suite, ce petit sujet sur la cybersécurité. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Jusqu'à l'année dernière, je ne comprenais pas forcément ce qu'était la cybersécurité dans une société de transport et surtout dans une PME. Bonjour, Nicolas Guyamier. Je suis le dirigeant du groupe Guyamier et nous avons été victimes le 29 novembre 2023 d'une cyberattaque relativement importante au siège des transports Guyamier. Le groupe Guyamier, qui représente 5 sociétés de transport créées dans les années 40 en fonction des sociétés, en région Nouvelle-Aquitaine, sur les sites de Ambès, Cestas et Blanquefort. Le 29 novembre 2023, nous avons été victimes d'une cyberattaque relativement importante, puisque un matin, une comptable m'a appelé en me disant que nous n'avions plus d'accès à la comptabilité, et effectivement, l'ensemble des logiciels se dégradaient. J'ai appelé notre informaticien pour lui demander ce qui se passait. De là, je lui ai envoyé une photo parce qu'un message d'erreur venait d'apparaître sur la page informatique. Il m'a rappelé tout de suite en nous disant qu'on était victime d'une cyberattaque. À la suite de ça, il nous a demandé de couper la connexion Internet. Et en fait, tout ça est arrivé par l'introduction du virus par un photocopieur scanner, c'est-à-dire qu'il y a eu une maintenance quelques semaines avant sur cette machine. Et lors du changement de cet appareil, le technicien a oublié de modifier et de couper le code dans la programmation. Au moment, je me suis dit, c'est pas très grave, ça fait 8 mois qu'on met en place une stratégie de cyberattaque. Donc, écoutez, notre informaticien va venir, il va sortir le virus, il va refaire le processus de remédiation pour lequel nous avons travaillé, et puis demain matin, on retravaille. Ça a été un tout petit peu plus compliqué que ça, puisque nous avons eu la chance d'être accompagnés par le campus cyberattaque de Nouvelle-Aquitaine qui est intervenu, avec la brigade de gendarmerie spécialisée en Nouvelle-Aquitaine. L'ensemble de ces équipes nous ont accompagnés, nous ont aidés, sauf qu'ils ont été obligés de saisir les disques durs qui ont été envoyés dans une cellule spécialisée, et de là on s'est retrouvé sans disque dur. Et ça a été le début d'un ensemble de succession de problèmes, puisque nous sommes restés quasiment un mois sans informatique, et donc nous sommes repartis avec le crayon à papier et le papier, à pouvoir réadapter aux clients de bien vouloir nous téléphoner. On a été paralysé sur la partie comptabilité et facturation, puisqu'on n'avait plus de moyens de se connecter et de facturer. Cependant, toute la partie opérationnelle a continué à travailler d'une manière différente, un peu plus ancestrale. On a continué à renforcer la sécurité, mais encore une fois, ce qui s'est passé vient d'une erreur humaine. Donc on fait de la prévention, on continue à faire des exercices au niveau des équipes et des collaborateurs. On explique qu'il faut faire attention sur l'ouverture des mails, sur l'ouverture des fichiers. On a renforcé toutes les bases de données, sur les connexions avec un VPN, tout a été renforcé. Mais ce n'est pas parce qu'on renforce que demain, on ne peut pas être encore victime d'une cyberattaque de ce que l'on a vécu. Olivier, tu nous posais la question. Exactement. Je voulais savoir à peu près les tailles d'entreprises qui étaient Ouais. ciblées par les cyberattaques.
Et bon, alors là-dessus, moi, j'avais commencé à répondre en disant que non seulement tout type de secteur pouvait être ciblé, j'avais évoqué même des entreprises du luxe, même des entreprises de l'hôtellerie auxquelles on ne penserait pas, qui aujourd'hui sont des cibles d'ailleurs de plus en plus fréquentes de ce type de cyberattaque, mais également les tailles. Et les tailles, c'est important de le dire aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a une évolution des groupes de cybercriminalité qui, après, s'est beaucoup cantonné aux très grands groupes qui ont commencé à bétonner leur défense et à investir dedans. Aujourd'hui, s'attaquent aux ETI, aux PME, voire parfois aux toutes petites entreprises, dans des types d'attaques qui sont d'un niveau de sophistication faible, mais quand on tamponne un millier de petites TPE et qu'il y en a quelques-unes qui réagissent malheureusement positivement à ça, eh ben on fait de l'argent. Et une dernière chose que j'avais évoquée, les groupements de cybersécurité de la gendarmerie avaient évoqué, je crois cette année, que au cours des 3-4 dernières années, plus de 20% des exploitations agricoles en France, 20% des exploitations agricoles en France avaient été victimes de cyberattaques significatives. Je ne sais pas ce que, Béatrice, tu confirmes, tu affirmes. Typiquement, moi je le vois au niveau de notre base clientèle, qu'elle soit en France ou ailleurs, ou même les multinationales, tout le monde aujourd'hui est victime d'une cyberattaque et peut être victime d'une cyberattaque. Qu'elle soit bénigne ou qu'elle soit plus maligne et plus grave. Il faut comprendre que de l'autre côté de la facette, on a des personnes opportunistes. Tu en parlais, Guy-Philippe. Ce sont des personnes qui n'ont aucune éthique et qui vont directement s'attaquer à n'importe quel système, qu'il soit petit, qu'il soit grand. D'ailleurs, les petits sont plus intéressants étant donné qu'ils ont une faible empreinte technologique cyber et donc moins de barrières à l'entrée. Ce sont des solutions qui parfois sont sur étagère, qui sont mal sécurisées et qui sont une porte d'entrée facile pour derrière s'infiltrer dans des systèmes d'information. Et ça va vraiment vers des très petits, des petites startups qui n'ont pas beaucoup de moyens pour se sécuriser ou qui ont pris des solutions sur étagère ou des multinationales parce que derrière, ce sont des opportunistes qui appuient sur un bouton. La barrière à l'entrée aujourd'hui pour faire une cyberattaque est assez faible. On a des outils aujourd'hui d'IA qui permettent également d'accélérer cette empreinte-là, ce qui fait que tout le monde aujourd'hui peut être malheureusement ciblé. Et je voudrais juste souligner ce que tu as dit, Béatrice, sur l'aspect opportunistique, effectivement, et l'espèce d'écart qui existe malheureusement entre la réalité que tu as évoquée, une réalité technologique, et le fait qu'on ait encore des pans de l'industrie, des pans du tissu d'entreprise qui ne se pensent pas en première ligne. Ça a changé. C'est ce que tu as dit en plus avec les questions qu'on pourrait rajouter d'intelligence artificielle ou en tout cas d'outils partagés sur la capacité à pouvoir attaquer et qui font qu'aujourd'hui, précisément, si vous pensez ne pas être visé par une cyberattaque en raison de votre verticale industrielle où vous opérez, en raison de votre taille, vous avez tort. Et je rajouterai une chose fondamentale, les attaquants ont besoin d'être justes une fois, nous devons être justes tout le temps. Bon, c'est pas rassurant du coup. Alors, en tant que chef d'entreprise, une autre question, c'est quels sont les risques que nous encourons face à ces cyberattaques? Alors, Béatrice, peut-être un éventail de tous ces risques. Un éventail large. Déjà, d'un point de vue opérationnel, votre système étant à l'arrêt, votre business est à l'arrêt. Ce qui fait qu'une perte d'argent fondamentale à la structure de votre entreprise. Donc déjà, il y a ce risque-là opérationnel, financier. Vous ne pouvez plus faire votre business. Vous revenez, comme l'a dit dans le reportage le dirigeant, au papier-crayon. Donc on ralentit toute la chaîne de business, voire on peut l'anéantir. Il y a certains clients qui malheureusement ont subi des cyberattaques, qui n'ont pas pu se relever, et derrière, c'est tout leur business qui est à mal. Donc ça, c'est d'une part. D'autre part, on a donc des problématiques financières. Si demain, vous avez un vol de données, un peu comme ce qui s'est passé avec Free il y a quelques jours, ce vol de données avéré, notamment s'il y a des données à caractère personnel, peut induire une grosse pénalité au niveau de la CNIL si les choses ne sont pas faites en temps et en heure pour déclarer qu'il y a eu une perte de données, un vol de données à caractère personnel. Donc notamment, c'est 2% de votre chiffre d'affaires, 2 à 4% de votre chiffre d'affaires qui peut malheureusement être ciblé. On a des directives également qui arrivent. Parfois, certaines TPE, PME se retrouvent automatiquement des entreprises soit essentielles, soit d'importance, avec NIS 2 notamment. Ce qui fait que le dirigeant peut être également responsable
pénalement des dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir d'un point de vue cyber. Donc, on a énormément aujourd'hui de risques, qu'ils soient financiers, qu'ils soient juridiques, qu'ils soient opérationnels. Et derrière, c'est votre entreprise à vous, c'est votre business qui peut malheureusement tomber. Et totalement aligné avec toi, évidemment, Béatrice. Et je voudrais rajouter 2-3 petits points autour de ça. Le coût de notification des clients qu'il y a eu un problème, la capacité à rebâtir ou la nécessité de rebâtir toute une informatique, parce que parfois, il va falloir être capable de le faire parce que tout est, entre guillemets, virusé et il faut tout renettoyer, il faut tout rebâtir. Tu as évoqué effectivement les questions juridiques et on peut avoir non seulement la CNIL, les organismes réglementaires, mais on peut avoir directement les clients qui peuvent t'attaquer. Tout à fait. Donc, il y a toute une suite juridique. Et puis après, il y a ce qui se passe en France, en Europe et dans d'autres géographies, aux États-Unis, etc., où selon les types de données, ça peut escalader même beaucoup plus durement dans les aspects juridiques. Et puis, il y a un dernier point que tu as souligné. Effectivement, tu peux avoir la perte d'activité directe parce que tout d'un coup, les systèmes de production ne fonctionnent plus. Et d'ailleurs, là-dessus, il faut voir que parfois, ça peut être des choses assez sioux. Il y a un exemple de Fleury-Michon. Alors, c'est un vieil exemple qui date de 2018-2019, entreprise agroalimentaire, où en fait la production s'arrête, non pas parce qu'on n'est plus capable de produire des produits agroalimentaires sous barquette, etc., mais parce que le système d'étiquetage ne fonctionne plus. Or, dans l'agroalimentaire, si on n'est pas capable, lorsque l'on vend à la grande distribution, à bien faire l'étiquetage et donc le traçage, eh ben, on ne peut plus vendre. Donc on voit comment même un simple système qui n'est pas directement dans le système de production, mais qui est important, qui participe d'ailleurs à la logistique, à la sûreté du produit, si ça s'arrête, eh ben, on arrête de vendre. Et un dernier point, on arrête de vendre pendant quelques jours, le client entend qu'il y a des choses qui sont passées, et malheureusement, il peut avoir un risque dont les impacts économiques et financiers est beaucoup plus important que tout ce qu'on vient de dire, mais qu'on oublie parce qu'il est dur à mesurer, qui est en fait la confiance et la confiance de ton client et de tes clients. Et le moment où tes clients ne reviennent plus en tant qu'entreprise, c'est problématique parce que c'est quand même le cœur, l'essence d'une entreprise. Pas toi que je vais parler, c'est de vendre, C'est sûr. bien sûr. Et là-dessus, il y a quelques chiffres que je vais me permettre de communiquer. D'une part, alors je le dis parce que c'est 2 études que j'ai pu réaliser, l'une avec PwC PricewaterhouseCoopers sur des entreprises cotées à travers le monde, où on a regardé un échantillon de plus de 127 entreprises sur une période d'une dizaine d'années. On a regardé l'impact sur le cours de bourse et l'impact comparé entre une entreprise et ses compétiteurs du même secteur industriel. Et on a vu en gros que sur 12 mois, il y avait un effondrement du cours de bourse d'environ 20%. Donc, en gros, on peut extrapoler ça à la valeur patrimoniale d'une entreprise où on va perdre autour de 20% parce que les clients vont partir chez le compétiteur. Et parce que la confiance n'est pas là. Et une autre étude que j'ai pu mener avec BC, qui est un cabinet de courtage français, en particulier dans la cyberassurance, où on s'est rendu compte là aussi, alors pour des entreprises non pas cotées, donc des entreprises privées, mais qui vont par exemple donner leurs données Dun & Bradstreet d'évolution de la santé financière de l'entreprise, on a pu se rendre compte qu'au bout de 3-4 mois, il y avait une dégradation en fait en moyenne de la notation Dun & Bradstreet. Donc en gros, au bout de 3-4 mois, pour l'entreprise moyenne, on va avoir une dégradation, une augmentation de 50% du risque de retour à une procédure collective. Alors, procédure collective, c'est redressement judiciaire qui peut être temporaire, ça peut aller jusqu'à liquidation, etc. Ça ne veut pas dire que c'est Armageddon, mais en gros, ça veut dire qu'on passe pour une entreprise alpha, on passe d'un risque moyen bon à un risque moyen mauvais. Et beaucoup, en fait, l'essentiel du choc, là, il est dans ce que tu avais évoqué avec la cession d'activité et donc les effets induits qui peuvent arriver auprès des clients. C'est le choc réputationnel parce que les clients, ils ont un doute et ils ne reviennent plus. D'ailleurs, là-dessus, il y a plein de choses dont on pourra parler pour essayer de maîtriser ça. Mais on voit bien ces effets-là qui, parfois, peuvent se traduire par des impacts gigantesques. On a eu quelques cas. On a eu des cas comme Lise Charmel, qui a été obligée
d'entrer en redressement judiciaire en 2020. Camailleux, également 1 an après une cyberattaque, également en redressement judiciaire. Une entreprise de l'Est de la France, Etesia, cette année, qui s'occupe d'équipements de jardins publics. Voilà, encore une fois, là aussi, obligé d'entrer en redressement judiciaire. Là, parfois, c'est des mesures temporaires pour se protéger, parce que tout d'un coup, comme tu l'as dit, on est obligé de stopper l'activité. Et donc, on est obligé d'avoir une forme de protection judiciaire, et le redressement ou certaines formes de redressement judiciaire peuvent protéger de ça. Mais évidemment, d'un autre côté, ça envoie des signaux qui peuvent être durs, il faut le dire. Et durs auprès de qui? Auprès de l'audience la plus importante pour l'entreprise, sa clientèle. Bien. Donc on voit que les conséquences sont quand même importantes parce qu'on sous-estime, moi je pense en tant que chef d'entreprise, les conséquences qui peuvent être celles d'une cyberattaque. Parce qu'on en entend parler, mais on pense toujours que c'est des grandes entreprises qui sont ciblées. Du coup, comment on fait pour se prémunir de ça et comment on fait pour former nos salariés, vers qui on se tourne pour améliorer, je dirais, le système, pour pas être attaqué? Voilà, comment on fait en tant que chef d'entreprise? Alors, Béatrice, il y a un incident, qu'est-ce qu'on fait? Je me délègue de la question directement sur On débranche tout. Béatrice. Non, je plaisante. Ce qui est important, c'est qu'il ne faut pas paniquer. Dans toute gestion de crise, c'est parfois contre-intuitif de se dire il ne faut pas paniquer, il faut avoir un sang-froid et réfléchir au moment même sur les prochains points à mettre en œuvre pour notamment se relever. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire appel à de l'aide. Aujourd'hui, on a la chance en France d'avoir des centres cyber d'excellence un tout petit peu partout sur le territoire. On peut faire appel à eux. C'est eux qui peuvent également venir en aide et appeler des entreprises spécialisées pour venir notamment éteindre le feu. Vous avez également des sociétés spécialisées comme Cisco qui peut également venir en aide aux sinistrés et essayer de sortir le plus rapidement possible de la crise. Tout l'objectif d'une gestion de crise ou une gestion d'un incident, c'est d'en sortir le plus vite, de revenir en mode dégradé. Donc on prend un papier-crayon ou bien on met des procédures de remise, de remise à niveau un peu du système, d'une façon un peu dégradée, pour notamment pouvoir sortir le plus rapidement possible et se faire aider pour notamment avancer. Qu'est-ce qu'il faut faire d'un point de vue? Donc, si je ne suis pas dans un mode crise, mais je suis plus dans le mode proactif, il faut repenser son système d'information. Tout le monde aujourd'hui peut être ciblé par une cyberattaque. Donc, il faut investir. Malheureusement, l'investissement est obligatoire, notamment pour avoir des solutions réfléchies pour faire son business, mais également des solutions qui sont durcies et qui peuvent être paramétrées pour notamment éviter d'avoir des intrusions dans son système d'information, un peu comme le dirigeant l'a expliqué juste avant, c'est de pouvoir ajouter des systèmes qui peuvent créer ce périmètre et sécuriser cet environnement. Ce qui est très important à savoir, c'est que le périmètre aujourd'hui a changé. Le périmètre est devenu l'identité de l'utilisateur. Aujourd'hui, nous travaillons quasiment de partout, que ce soit dans un café, dans nos entreprises, à nos bureaux ou de chez nous à la maison. Il est essentiel aujourd'hui de protéger l'identité de l'utilisateur. Cela se passe par des technologies notamment d'authentification et d'authentification forte. Ce sont, pour moi, des solutions qu'on appellerait des quick wins. C'est des choses dont l'investissement est relativement peu faible, avec un retour sur investissement qui peut être assez fort. Je protège l'identité de mon utilisateur, je protège son accès à mon environnement, et derrière, je suis relativement serein sur le fait que j'ai à minima une barrière d'entrée qui est protégée. Aujourd'hui, l'identité, on l'a vu avec l'attaque avec Free, ce sont nos identités qui, derrière, ont malheureusement été dispersées sur Internet. Il est essentiel de protéger cette identité-là et de protéger comment les utilisateurs de vos environnements se protègent. Et évidemment, sensibiliser. On en parlera en long et assez longuement dessus. Il est essentiel aujourd'hui d'indiquer aux utilisateurs, en fait, si vous recevez un mail qui est potentiellement trop vrai, en tout cas trop beau pour être vrai, va falloir remettre du doute là-dessus. Aujourd'hui, les intelligences artificielles arrivent à écrire des mails plus vrais que nature, voire sans faute d'orthographe.
J'ai eu certains étudiants qui me disaient maintenant il faut cibler les mails où il y a des fautes d'orthographe, donc comme ça on est quasi sûr qu'il y a un humain derrière. Mais en tout cas, les mails de phishing, ce qu'on appelle le hameçonnage, est aujourd'hui un des meilleurs vecteurs d'attaque. En tout cas, 96% des cyberattaques arrivent par le vecteur de la messagerie et donc par des mails de phishing ou de hameçonnage en français, soit ciblés, soit vraiment on va aller envoyer à toute la masse de salariés un mail un peu trop douteux. Et derrière, quelqu'un va malheureusement cliquer sur le lien et derrière, toute la déferlante commence. Je ne sais pas si Guy-Philippe, si tu me rejoins sur cette lecture-là. Oui, oui, complètement, évidemment. Et alors, derrière ça, en fait, si je fais, parce que là, on a commencé à faire un panorama général de la protection de l'entreprise, qui est un vaste et beau sujet qui devrait te rassurer, Olivier. Parce que tu verras, là, on a démarré avec... mais c'est bien, on a démarré avec tout ce qui, entre guillemets, peut et doit faire peur. Il ne faut jamais avoir peur d'avoir peur, hein. Mais à côté de ça, évidemment, on va voir qu'il y a des manières de réduire le risque et de réduire le coût et de même mieux que ça, montrer que si on a été capable de bien réagir, en particulier devant son audience la plus importante à avoir ses clients, eh bien au contraire, on est une entreprise de confiance, on est une entreprise intelligente, on est une entreprise qui sait faire. Alors, si je reprends un petit peu ce que je me permets de Béatrice, il y a beaucoup de choses qui répondent un peu aux questions d'Olivier, mais Olivier, n'hésite pas à nous interrompre, Béatrice et moi, parce que là, il y a beaucoup de choses dans le panier. Première, on a évoqué rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque la crise arrive? Bon. Deuxièmement, Béatrice, tu as évoqué la nécessité de bien comprendre la gouvernance en amont du risque, la gouvernance de ce risque-là. Tu as évoqué un élément, et on va reparler des éléments de protection, donc effectivement l'authentification forte, et tu as raison de dire qu'aujourd'hui la base entre guillemets, de la réseau d'entreprise, c'est l'individu. Quatrièmement, tu as évoqué des questions plus profondes, plus importantes, qui est celle de la sensibilisation des collaborateurs. Alors Olivier, donc je propose qu'ensemble, on puisse naviguer à travers ces 4 questions importantes, si ça vous va. Très bien. Mais c'est toi qui nous dis, Olivier, Oui, parce qu'on est à ta disposition ce matin. Bon. Je te remercie. Si, ah bah oui, on est là pour toi. Donc, le premier point, c'est donc la crise, ce qui a été évoqué. Et en plus de ce que tu as pu dire, Béatrice, mais tu m'arrêtes et puis on pourra compléter, évidemment, il se passe quelque chose. Donc, tout de suite, évidemment, essayer d'isoler les systèmes où on a pu voir qu'il y avait un début de problème. Réunir les équipes techniques, à commencer évidemment par le responsable IT, le responsable RSSI. Si on en a. Si on en a, alors... Parce que souvent, en PME, on n'a pas ça. Alors, on arrivera là, parce que là, tu as soulevé effectivement un énorme lièvre, à savoir, y a-t-il un responsable, un référent, à minimum, chargé de la cybersécurité? Bon. Et puis, par la suite, évidemment, collecter tous les éléments de données, tous les logs pour savoir qui, et prévenir les aides extérieures, et ça peut être aussi la gendarmerie, ça peut être aussi la PJ, etc., sur les questions cyber. Ça, c'est vraiment le premier mouvement dans un mouvement de crise. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter dans cette gestion de crise? Forcément, il faut faire une communication interne, pas forcément externe, mais une communication interne pour notamment expliquer aux collaborateurs: nous sommes aujourd'hui malheureusement dans une situation de crise et le système informatique est défaillant. Ça permettrait notamment d'éviter que les personnes réagissent d'une façon un peu erratique, qu'elles se créent des comptes, par exemple mail, sur des plateformes externes et qu'on perde le contrôle total en fait, de son informatique et de ses systèmes. Absolument. Et puis là-dessus, il faut aussi, alors c'est un autre point, il faut notifier les instances de réglementation. Donc la CNIL, il faut la notifier en 72 heures quand il y a une atteinte aux données personnelles, que ce soit les clients, mais que ce soit aussi les employés de l'entreprise. Et puis, il faut être aussi capable, non seulement, mais ça c'est un choix, mais c'est un choix important, et d'ailleurs on le verra dans l'impact dans des crises graves, pas tout le temps, mais lorsqu'on escalade vers une crise grave, être aussi capable d'avoir une communication auprès de ses clients et de les accompagner et de montrer qu'il est bienveillant. Et donc, après ça, il y a toutes les étapes, on va dire, de remédiation une fois que les systèmes sont isolés, une fois que les équipes sont prévenues, une fois que le groupe de sécurité est là, une fois qu'on a pu faire venir l'aide externe,
Voilà, il y a toutes les étapes de correction, de remédiation. Parfois, on est obligé de rebâtir l'IT. Si on a été victime d'un rançongiciel, donc à savoir, il y a un groupe cybercriminel qui est là, on vous rend les données, les choses uniquement si vous payez. Alors, la recommandation, c'est de ne pas payer. Recommandation d'autant plus importante qu'une fois qu'on a payé, on donne un signal non seulement à ce groupe cybercriminel, mais à tous ses autres petits copains qu'on peut payer. Donc, ils peuvent revenir exactement rebelote. Voilà. Et puis, une fois que les choses sont remises en place pas à pas, parce qu'on finit par les remettre en place quand même, ces attaques-là ne sont pas structurelles, sauf le dommage, on reviendra évidemment sur le client, ça peut être un dommage structurel, mais sur le reste, eh bien, on rebâtit l'IT, on refait attention, etc. Et là-dessus, ce qui est important, évidemment, c'est de faire un retour d'expérience pour essayer de comprendre ce qui marche pas. Bon, évidemment, là, on a été extrêmement rapide sur la gestion de crise, mais on a posé un peu les bases. Alors, je veux peut-être rajouter un point sur cette partie de gestion de crise. Ce qui est important, c'est d'être prêt. La préparation, c'est quand on regarde un peu le triptyque d'une gestion de crise, la phase préparation est celle qui est la plus importante. Donc, être prêt et se dire, je vais être victime d'une cyberattaque. Alors, comment on se prépare, justement? Alors, ça, c'est un point super important, Béatrice, ce que tu dis, parce qu'évidemment, et ça, c'est ce que font les militaires. Les militaires qui sont face à des crises où, là, non seulement ils peuvent perdre leur informatique, mais surtout, ils peuvent perdre leurs hommes. Qu'est-ce que font les militaires? Eh bien, ils se préparent, c'est-à-dire ils s'exercent, ils jouent à la guerre, ils font des wargames, c'est ce que les Allemands nous ont appris. On aurait dû savoir faire en 1870, c'est pas grave, c'est une autre question. Mais faire du Kriegspiel, faire du wargame, faire des exercices de guerre, etc. Et donc faire des tests, des simulations. Alors, en amont de ça, néanmoins, et là je rebondis un petit peu sur ton deuxième point, et on est dans le cadre général de préparons-nous, ce qui est effectivement quelque chose de très important. Ça demande évidemment de la préparation, des investissements, etc. En amont de ça, il faut que la direction générale, donc par exemple toi, Olivier, c'est à toi qu'on est en train de parler. Oui. On ne maîtrise pas, mais bon. Voilà, mais tu vas être obligé de maîtriser de toute façon, mais c'est pas si compliqué que ça en fait. Tu vas voir. Mais il faut que tu te dises combien je veux investir dans la préparation. Alors, c'était mon autre question, c'est quel coût ça Alors, a, on va y arriver. Mais en amont de combien je vais investir dans ma préparation, on va te balancer des figures, des chiffres en droite à gauche. Mais la chose la plus fondamentale, c'est de te dire combien je peux perdre si il y a une cyberattaque. Et là, je rebondis sur ce que tu avais dit, Béatrice, qui est fondamental, cessation d'activité, même temporaire, les éléments de notification, la perte même potentielle de clientèle parce qu'on est bloqué pendant 1, 2, 3, 5, 2 semaines, 3 semaines, catastrophe. On n'est pas capable de bien communiquer auprès du client, etc. Combien on peut perdre? Et franchement, c'est le point le plus important. Et ça démarre auprès de gens comme toi, Olivier, à savoir, en tant que dirigeant, je réunis le RSSI, ça peut être vu avec d'autres types de personnes, etc. Et je regarde tous les scénarios possibles de risque et je vois, pour les scénarios les plus graves, quel peut être l'impact économique, financier, commercial sur l'entreprise. Et je serais tenté de dire, vraiment, ça part de là, parce que, et dans un travail qui est idéalement collectif, et d'ailleurs, en France, on a des méthodologies, une méthodologie qui s'appelle IBIOS-RM, IBIOS pour essayer de bien comprendre, en démarrant vraiment en regardant les scénarios d'attaque, les scénarios de risque, mais comme on le ferait sur d'autres types de risques, mais tu démarres d'un scénario de risque. Tu le sais, par contre, et je reprends le point initial, c'est qu'aujourd'hui, ce risque est, à nouveau, on l'a dit, très important. On a évoqué certains cas, on a certains coûts. Je pourrais évoquer ce que dit, par exemple, la European Confederation of Institute of Internal Auditors, les auditeurs et les contrôleurs de risque, donc dans le contrôle du risque de l'entreprise, la deuxième et la troisième ligne. Il y a un document qui s'appelle Risk in Focus et qui paraît chaque année et qui montre depuis 2021, en fait, que le premier risque identifié par les contrôleurs internes et par les auditeurs dans les entreprises en Europe, y compris en France, ce premier risque, c'est le risque cyber. OK. Pareil d'ailleurs, France Assurance, donc la réunion, France Assureur, la réunion des 99% d'offres d'assurance en France aujourd'hui, le premier risque, c'est le risque cyber. Il me permet de lire le PwC CEO Survey, donc le questionnaire des dirigeants. Le premier risque aujourd'hui, c'est le risque cyber en France. OK, résultat 2023-2024. Et pourquoi? Et j'en viens. Parce qu'on se rend compte que, et quand on prend différents niveaux de chiffres à droite à gauche,
que l'incidence, la probabilité qu'une entreprise soit face à une attaque significative, j'insiste sur le mot significatif parce qu'il peut y en avoir dans tous les sens, hein, est aujourd'hui en gros entre 10 et 30%. On va dire 20%. Donc ça veut dire que sur 5 ans, tu as une chance quasi sûre d'être confronté à une attaque significative. Et là-dessus, donc la question, c'est de dire combien ça va me coûter. Donc je reprends la question de la préparation et en amont de la question de la préparation, de l'investissement à la préparation. Donc c'est d'identifier les chemins de risque, les scénarios de risque, et de voir combien ça peut coûter. Et une fois que tu as vraiment identifié, je dirais d'un point de vue business, combien ça peut te coûter, là, tu peux réfléchir au montant que tu peux mettre en regard de ça. J'ai beaucoup parlé, Béatrice, si tu veux rajouter sur cet aspect préparation et prise de conscience, en fait, mais au niveau de la direction générale. Moi, j'ai 2 remarques. La première, c'est, on me dit, oui, mais Béatrice, la cyber, c'est un centre de coût. Ça ne me rapporte rien. Les anglophones... C'est un nouveau centre de coût. C'est un nouveau centre de coût. Mais quel serait le coût de ne rien faire? Et je rejoins donc ta lecture, de dire, OK, moi, en tant que business, qu'est-ce que je perds? Et je vais perdre mon activité. Et je peux la chiffrer. Je sais l'écrire sur un fichier et dire, OK, je vais perdre tant. Si demain, j'arrête tout, je mets stop à toute ma machine, voilà combien je vais perdre. Et c'est typiquement ce type d'exercice qu'il faut faire. La deuxième question un peu fondamentale, c'est quel est l'objectif de sécurité que je souhaite atteindre? Je peux partir de quelque chose de très basique et je peux monter crescendo à avoir Fort Knox chez moi. Mais est-ce que j'en ai réellement besoin? Est-ce que je peux être un peu plus intelligent, un peu plus smart dans mon approche et faire des investissements intelligents pour notamment me prémunir des risques? Et donc, on revient à la matrice des risques, dire je choisis les risques les plus saillants et je vais venir m'attaquer à ceux-ci. Je peux choisir une solution technologique pour le faire, comme je peux choisir, par exemple, d'être dans un environnement totalement déconnecté pour une certaine activité. Ça résout mon risque d'une façon ou d'une autre. Donc, il faut être intelligent en fait dans cette approche du risque. Tout n'est pas une question d'argent, d'investir dans la technologie. Ça peut être d'investir dans du people. Ça peut être d'investir dans de nouvelles procédures. Ça peut être de sensibiliser mes employés, etc. Donc, il faut être smart en fait dans cette approche, mais se poser les bonnes questions. Et la question fondamentale, c'est mon business, comment je le garde à flot et comment, avec tous les risques auxquels je suis exposé, je peux les réduire, je peux les atténuer ou je peux totalement les détruire. Alors, j'ai beaucoup parlé, mais je souligne ce que tu as dit. L'appétence au risque, c'est fondamental. Encore une fois, c'est une réflexion de direction générale, hein, de comprendre les scénarios de risque et combien ça coûtait. Et après, ce que tu as dit avec beaucoup de pertinence, à savoir, on ne va pas absolument tout colmater, mais il faut savoir quelle est mon appétence au risque selon mes départements, selon mes business units, etc. Et donc, effectivement, essayer de voir comment je gère ça au mieux, parce qu'il faut non seulement être efficace, mais il faut être efficient. À savoir, il faut évidemment éviter de mettre un peu trop d'argent si on peut être un peu plus malin. D'ailleurs, je le dis, il y a des solutions, des outils français, beaucoup d'outils français d'ailleurs, qui permettent de bien gérer ce risque-là et d'ailleurs d'avoir optimalement une communication entre les services de sécurité du système informatique et les directions générales et d'ailleurs même potentiellement des échanges avec le contrôle du risque, l'audit, etc. Donc il y a beaucoup de choses pour essayer de, comme tu l'as dit, d'être très pertinent par rapport à ce risque-là. Bon, donc on se dit que, et c'est désormais, j'imagine ton cas Olivier, ok, on a compris qu'il y a beaucoup de choses en jeu. On a commencé à évoquer certains éléments de protection, et peut-être pas que la protection, mais je ne sais pas si Béatrice, tu voulais peut-être aller un petit peu plus loin. Tu as évoqué, et ça c'est très important effectivement, l'authentification forte. Et comme tu le disais, que le réseau aujourd'hui, c'est l'individu. Est-ce qu'il y a d'autres points dans ces éléments de protection? Donc la préparation, la prise de conscience, la préparation, et ben après la protection, parce qu'il faut quand même de la protection évidemment. On a évoqué donc l'authentification forte. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais évoquer? Il y a beaucoup de choses. Il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup. Je vais partir vraiment sur, j'appelle ça les solutions du pauvre. C'est des solutions un peu à la disposition de TPE, PME, un peu de notre audience. Voilà, l'authentification forte, elle est fondamentale. Investissez un peu d'argent dessus, c'est important. Par contre, sur vos systèmes actuels, maintenez-les à jour. C'est essentiel aujourd'hui
de garder à jour même ces ordinateurs, ces tablettes, nos téléphones mobiles. Il y a une nouvelle version qui sort, on met à jour. On a toujours envie de différer parce qu'on n'a pas le temps de le faire, mais c'est essentiel de le faire. Donc ça, c'est important. Une troisième chose fondamentale, c'est de réfléchir également à l'obsolescence de son parc informatique et de prendre parfois ce qu'on appelle des refresh, des renouvellements de son parc technologique comme une opportunité pour passer à quelque chose de plus moderne, voire de mieux paramétrable et qui puisse répondre mieux aux différents objectifs de sécurité qu'on essaye d'atteindre, tout en effectivement apportant une valeur ajoutée pour le business et donc de la connectivité, du digital, etc. Je pense que c'est ces 3 points qui sont assez fondamentaux, ce sont des quick wins, sensibiliser les utilisateurs, notamment à ce qu'il y ait une politique de mot de passe forte, leur enseigner ce que c'est, les accompagner également vers ceci. Avec ces quatre choses-là, on a déjà quelque chose de relativement bien pour des TPE-PME. Et je rajouterais, si tu me permets, je ne sais pas si tu l'as évoqué, mais les questions de résilience et donc derrière d'avoir des systèmes de sauvegarde, en particulier lorsque tu es face à des cybercriminels qui te disent payez-moi ou alors on vous efface toute votre base clientèle, toute votre base de propriété intellectuelle, toute votre base fournisseur. Alors là, on est plutôt mal, on est d'accord? Bon. D'autant plus que, comme on dit, il n'y a plus de papier et de crayon, ok, tout ça est informatique. Mais si tu as des sauvegardes, alors des sauvegardes qu'on a testées, qui ne sont pas empoisonnables, etc., mais si tu as des sauvegardes de bonne qualité, tu peux tout simplement dire entre guillemets, tes amis cybercriminels, vous êtes bien gentils, mais je ne vais pas vous payer. Et donc, je vais pouvoir redémarrer mon informatique parce que j'ai tout mis de côté. Voilà. Et je te rejoins dessus, parce que j'ai eu affaire à une collectivité qui a malheureusement subi une cyberattaque, notamment de rançongiciel. Je n'avais quasiment aucun outil pour déverrouiller le système. Et j'ai prié toutes les prières du monde, parce qu'il y avait 2 sauvegardes qui n'avaient jamais été testées, qui étaient dans un coin de leur informatique, qui était, je pense, des années 2000. J'ai attendu 24 heures pour décompresser la sauvegarde. Et heureusement, j'ai réussi à remettre le système en marche, mais nous avons perdu 3 mois de données fraîches, ce qui était le risque accepté et acceptable pour l'entreprise. Sinon, on partait de zéro. Il fallait tout refaire de zéro. Et ça peut avoir des conséquences qui sont au plus que grave. Ouais, donc les sauvegardes, fondamentales. Absolument. Et alors c'est très bien ton exemple, parce qu'en fait tu rebondis sur ce que tu avais dit sur la pertinence du risque et l'appétence au risque, et tu l'as dit, et tu l'illustres même, remarquable dans ton exemple, puisqu'on était sur ces 3 mois de perte qui correspondaient à un risque acceptable. Donc ça rebondit sur ce qu'a dit Béatrice à nouveau, à savoir, mais aussi ce qu'on a dit ensemble, le scénario de risque. Quel est le risque acceptable? Quel est celui qui ne l'est pas? Et en regard, mettre en place les investissements, etc. Donc voilà. Donc là, on a une couverture à peu près générale, et tu l'as dit, plus des choses de base. Donc la mise à jour, quand on demande aux employés de faire la mise à jour, le mot de passe, si on n'a pas un système quand même d'authentification multifactorielle. Bon, mais sinon, le mot de passe qui est mot de passe compliqué. Enfin, il y a plusieurs choses sur lesquelles on pourrait parler. L'ANSSI a un très bon guide. L'ANSSI, allez voir le guide de l'ANSSI, absolument. Oui. Et puis on est chez AVPI, donc il faut parler de l'ANSSI, obligatoire. Et cybermalveillance.gouv, et on va parler de tout ça. Bon. Et donc il y a des choses de base aussi, et ça aussi tu l'as évoqué avec justesse, Béatrice, sur les questions générales des bons comportements. Donc c'est les mots de passe, mettre à jour quand il faut mettre à jour, réfléchir de manière générale à ce risque cyber. Alors là-dessus, donc ça ouvre un autre champ qui est important, parce qu'on a parlé de la prise de conscience du dirigeant, qui est assez fondamentale, parce que s'il ne s'en occupe pas, l'entreprise, elle va oiseau, quoi. On sous-estime. Voilà, bien sûr, évidemment qu'on sous-estime. Et d'ailleurs, entre parenthèses, et tu l'as évoqué, le dirigeant qui sous-estime, avec NIS 2, il y a un risque personnel désormais qui va porter sur lui, un risque civil, un risque pénal aussi dans certains cas. Bon, ok. Donc, ce que j'entends, c'est qu'il faut se faire accompagner et aider, parce que, en fait, très clairement, on n'est pas armé pour réagir. La chance de NIS 2, c'est que beaucoup d'entreprises vont le découvrir. Donc ça, c'est remarquable. C'est une expérience extraordinaire qui va arriver, et on va en comprendre ce risque cyber.
Mais donc le dirigeant et donc les collaborateurs. Et donc là, ça ouvre un autre dossier qui est très important, qui est celui du facteur humain. Une petite introduction et puis après, je te laisserai la main là-dessus, Béatrice. Mais ce facteur humain qui reste fondamental. Alors là, on a des stats dans tous les sens, donc je me permets Olivier, de t'abreuver de quelques stats. Donc, dans le monde civil, on sait qu'il y a environ, dans 90% des attaques, autour de 90% des attaques, il y a eu une erreur humaine quelque part. Même dans le monde militaire, il y avait une audition d'officiers américains du Pentagone au Congrès en 2018 qui évoquait que même au Pentagone, sein des seins de la puissance militaire américaine, dans 90% des cas, il y avait une erreur humaine lorsqu'il y a eu un incident cyber. Et donc ça, c'est assez général. Et d'autres analyses montrent même que dans des systèmes de production, ce qu'on appelle operation technology, donc c'est des choses spécifiques, qui n'est pas l'informatique de bureau, mais l'informatique dans les systèmes industriels, eh ben, là aussi, dans plus de 50% des cas, il y a des erreurs humaines, et que dans plus de 50% des cas, c'est l'erreur humaine qui a été, en fait, le facteur le plus important. Alors, l'erreur humaine, dont on voit qu'elle a une certaine importance. Alors, comment on s'en dépatouille, ma chère Béatrice? Alors, plusieurs choses. La sensibilisation est importante, mais la sensibilisation n'est pas suffisante, elle n'est pas autosuffisante. Parce qu'on peut très bien mettre un collaborateur devant, je ne sais pas, l'envoyer en cours, en formation, le mettre devant une vidéo pour le sensibiliser au risque cyber. S'il ne le perçoit pas, s'il ne l'intègre pas, s'il ne le vit pas, il n'en prendra absolument pas conscience. C'est important aujourd'hui de faire des exercices, que ça soit de la mise en situation, mais d'essayer d'expliquer par l'exemple que voilà la conséquence en cliquant sur un mail qui semble anodin d'un très beau toutou qu'on reçoit dans sa boîte de messagerie, ou un chat, ça dépend des appétences. En cliquant dessus, ben voilà la déferlante de toutes les actions qui peuvent être faites par un attaquant, et derrière les conséquences pour le business, voire les conséquences directes pour le collaborateur. Il pourrait se retrouver du jour au lendemain au chômage. Voilà. Ça peut être assez... c'est un peu brutal. C'est parlant. Mais je crois en la démonstration, en l'exemple. Et c'est important aujourd'hui de mettre les collaborateurs en situation, de leur expliquer. Et aujourd'hui, on arrive à le faire avec notamment des populations peu techniques, de leur montrer par l'exemple ce que ça peut donner, une cyberattaque. Aujourd'hui, d'ailleurs, on s'adresse à une population qui est très loin, en tout cas de la population à qui moi je parle au quotidien, et Guy Philippe également. L'idée est de pouvoir expliquer à tout le monde ce que c'est et de leur montrer, encore une fois, à quoi ça peut correspondre. Donc, sensibilisation d'une part. D'autre part, l'humain est une créature d'habitude. Et parfois, on va réutiliser certaines choses, notamment des mots de passe, d'un service à un autre, voire on va se dire, en fait, j'ai un système qui m'oblige à changer mon mot de passe chaque 6 mois. J'en suis la première victime. Et d'ailleurs, on a changé notre politique de sécurité un peu à cause de ces facteurs humains. On en parlait ce matin, les ingénieurs sont les plus fainéants. En tout cas, on essaye de pousser la fainéantise au max. Et donc, dans un mot de passe, on se dit, on nous oblige de le changer chaque 6 mois. Je vais incrémenter le dernier numéro que je mets à la fin de mon mot de passe et qui se termine généralement avec un point d'exclamation parce qu'il faut un caractère spécial. Et je peux duper le système. Ces choses-là, les attaquants les prédisent également. Et on a subi une cyberattaque il y a quelques années qui a suivi ce même mode opératoire, qui a été documenté, donc on peut le vérifier et le lire, parce que nous sommes des créatures d'habitude et qu'on va incrémenter notre mot de passe et on va se dire tout va bien, personne ne va le voir et moi je reviens à mon mode nominal. Donc ça revient à une histoire un peu plus fondamentale. Comment je peux faire de la sécurité, mais qui soit également adoptée par mes utilisateurs. Une cybersécurité mode Fort Knox, qui sur papier, elle est géniale, elle est super, j'ai créé un super château fort. Par contre, elle n'est absolument pas opérationnelle pour mes collaborateurs au quotidien. C'est totalement... c'est absurde. Et donc, il faut être smart, en fait, dans son investissement premier, d'intégrer les utilisateurs, en fait, dans la chaîne de décision et de se dire... On crée un système ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce
est-ce que le design de cette architecture, de ce que j'essaye de faire, de l'objectif que j'essaye d'atteindre, peut être adopté par mes utilisateurs et est-ce qu'ils peuvent en faire également une force, que ça devienne quelque chose de positif et non pas une contrainte aux utilisateurs. Ah, je suis totalement d'accord avec toi. D'ailleurs, en filigrane de tout ce que tu dis, en fait, il y a une chose fondamentale qui est que c'est un risque qui se gère d'un point de vue humain, parce que c'était d'ailleurs l'initiation de cette partie-là de notre échange, c'est un problème essentiellement humain. Donc oui, il y a la technique, mais il faut oublier même quelque part la dimension technique. C'est d'abord et avant tout un problème humain qui se règle d'un point de vue collectif, et tu l'as très bien dit. On voit même des exemples de possibilités de groupes de travail. On le voit d'ailleurs dans beaucoup de grandes structures où même on va avoir, et ça c'est des populations que je suis, mais des auditeurs dans la 3e ligne de défense qui discutent quand même avec les responsables de systèmes de sécurité de l'information, donc les RSSI, qui est plutôt dans la 2e, parfois à tort dans la 1re ligne de défense. Et en fait derrière, il y a besoin d'un échange. Et une manière de faire vivre l'échange, c'est ce que tu as dit. D'une certaine façon, il y a les exercices, les simulations, on l'a évoqué. Hein, les militaires, c'est ce qu'ils font. La crise, elle est là. Il faut s'organiser comme le font toutes les bonnes populations qui sont professionnellement confrontées à la gestion de crise. Et désormais, c'est aussi le cas de l'entreprise. Et donc, idéalement, il faut faire de manière régulière des exercices de crise, des simulations, que ce soit au niveau des collaborateurs, que ce soit, j'insiste là-dessus, au niveau de l'équipe dirigeante. Parce que quand l'équipe dirigeante a compris l'intensité au bon niveau de ce risque-là, parce que ce n'est pas non plus Armageddon, hein, donc, parce qu'il y a d'autres choses à gérer, hein, il n'y a pas que le risque cyber dans l'entreprise. Hein, bon. Donc, c'est ça, mais bien sûr. Donc c'est d'où l'importance de comprendre au bon niveau, avec la bonne pertinence, la bonne approche sur le risque que tu as évoqué, Béatrice. Et donc, quand l'équipe dirigeante le comprend, normalement, le reste des équipes le font. Et donc, des exercices de simulation aussi pour les équipes dirigeantes. On le voit dans certains pays avancés, où c'est même recommandé dans les milieux financiers. Bon. Mais je pense que c'est une bonne pratique pour tous. Un dernier point. Alors, je rebondis sur une question qui nous a été posée par le public et l'audience. N'hésitez pas là à poser des questions, parce qu'il y avait une question sur les actions principales à mettre en place dès maintenant. Je pense qu'on a fait une petite couverture, Béatrice, tu veux rajouter, mais il y a une question sur est-ce qu'un audit avant les actions est toujours une bonne chose, parce que finalement on découvre toujours les mêmes préconisations sur les failles. Pour moi, l'audit est essentiel. Sans visibilité sur son environnement, on ne peut pas sécuriser quelque chose qu'on ne voit pas. Donc, c'est essentiel d'avoir une cartographie à minima de là où on est à un instant T. L'audit permet de montrer ces points un peu saillants et à partir de là, commencer à mettre les actions nécessaires pour notamment éviter que le risque inhérent à cet audit, en tout cas au point saillant de cet audit qui montre qu'il y a un problème, étudier et mettre ces risques-là au niveau de la matrice et les traiter d'une façon ou d'une autre selon les résultats qu'on souhaite avoir. Je te rejoins totalement. Je rajouterai 2 petits points. D'une part, en fait, on ne découvre pas toujours les mêmes préconisations sur les failles parce qu'on est dans une IT qui est en évolution permanente. Le cloud public, on n'en parlait pas assez il y a 4-5 ans. Bon, aujourd'hui, on aurait dû découvrir ça il y a 4-5 ans en fait, mais que c'est une dimension structurelle importante de la cybersécurité. Il y a des nouveaux outils, de nouvelles approches, des outils même qui sont mis à jour constamment. Donc, la structure, ta couche d'IT, elle est en évolution permanente, constante. C'est quelque chose de vivant. Et auquel cas, il faut faire des audits, des tests de façon fréquente, parce que ça bouge tout le temps. Et un dernier point sur la nécessité aussi de faire ces audits, et je rebondis sur l'aspect, entre guillemets, de prise de conscience de groupes dirigeants. Alors, c'est des best practices que j'ai pu entendre, qui sont parfois même faits par les auditeurs, donc la 3e ligne de défense, de façon séparée, mais c'est de faire du red teaming, des opérations de red teaming. Donc ça, c'est... Tu prends... ne fronce pas les sourcils, tu vois, c'est très important et ça fait du bien. Tu mets les méchants et les bons ensemble. C'est là où on dit qu'on a besoin d'auditeurs, mais spécialisés, parce que... Alors non, on a besoin d'auditeurs... Parce que nous, on ne sait pas le faire, tout ça. Non, c'est certain, mais en fait, tu as besoin d'auditeurs généralistes qui comprennent ces sujets-là, et comme ces sujets-là sont fondamentaux, ils doivent le faire, et qui, de temps en temps, de façon ponctuelle, vont faire appel à des spécialistes. Si on en a envie, on va même acquérir... approfondir, en fait. Entendre. Mais
toute façon, c'est du domaine de la culture générale de l'entreprise désormais. Donc, la direction générale, l'auditeur, la gestion du risque, évidemment, les opérationnels, bien sûr, les opérationnels IT, évidemment, mais l'ensemble des opérationnels avec les bons comportements qu'on a évoqués, et de faire donc ces tests d'audit avec, par exemple, l'équipe de Red Teaming. Dans le Red Teaming, ils vont agir comme s'ils étaient des attaquants, mais pour D'accord. le compte des gentils. Et qui vont tester, mais de la façon la plus sournoise, la plus vicieuse, et c'est comme ça qu'on aime, la structure IT, et qui vont voir apparaître justement les problèmes. Eh ben, c'est comme ça que le dirigeant, avec l'auditeur, pour avoir un choc de « Ah, ben D'accord. tiens, je n'avais pas vu », et puis ça bouge tout le temps. Je voudrais juste rajouter un point. L'audit, pour faire un audit et cocher une case, ça on le connaît très bien, ça ne fonctionne pas. C'est très bien, on a coché la case, on a fait un audit, mais il faut en faire quelque chose. Ce n'est pas un document qui, une fois qu'il est terminé, qu'il est fait, c'est fini. Par contre, voilà, il faut le rendre vivant et en faire quelque chose, voire de réitérer l'approche selon les risques auxquels l'entreprise serait potentiellement sujette. D'accord. On a fait, je pense, une bonne couverture. J'espère avoir répondu. Ah, il y a encore des nouvelles questions. Ça arrive. Entre-temps, est-ce que tu as d'autres questions? J'avais une dernière question sur un sujet nébuleux pour les entreprises, c'est l'IA. Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que ça nous aide? Enfin, voilà, qu'est-ce qu'on en fait de ce truc, surtout en cyberattaque? Je ne sais pas si tu veux démarrer, et puis Alors, l'IA pour moi, c'est un outil fondamental et merveilleux. Je me spécialise en fait dans ce domaine-là depuis maintenant quelques années. L'IA sera l'outil par excellence de toutes les entreprises demain. Et c'est un risque également à intégrer, puisque pour le business de la société, ça peut l'accélérer. Mais d'autre part, on a des cyberattaquants qui utilisent ces mêmes outils-là pour être de plus en plus efficaces également et s'attaquer aux entreprises. Donc, il est essentiel de prendre et de rajouter à la matrice des risques ce nouveau vecteur d'attaque et le traiter d'une façon ou d'une autre, notamment d'un point de vue externe, qu'est-ce qu'il pourrait engendrer comme problème au niveau de mon entreprise, mais si je l'utilise également comme outil, comment je peux également le sécuriser et faire en sorte qu'il apporte de la valeur ajoutée à ma propre entreprise. Donc pour moi, c'est une opportunité, mais comme toute opportunité, il faut également la gérer d'un point de vue risque. Totalement d'accord avec toi, Béatrice. On voit de toute façon dans plein d'études désormais une augmentation extraordinaire de la productivité grâce à cette nouvelle IA, l'IA générative, les modèles larges de langage qui sont une nouvelle génération d'IA qui est apparue au grand public avec ChatGPT à la fin 2022. Et on a des résultats d'augmentation de productivité, quels que soient d'ailleurs les secteurs, autour de 25%. Donc ça, c'est considérable. Et d'ailleurs, on sait que dans la plupart des cas, l'IA générative est déjà utilisée par énormément de collaborateurs. On a même des chiffres aux États-Unis, plus de 78% des collaborateurs utilisent déjà de l'IA générative. Donc la question de faut-il utiliser de l'IA générative ou pas, la réponse, elle est déjà, voilà, la question, exactement, elle est déjà réglée par les collaborateurs. Effectivement, pour l'entreprise, il ne faut pas oublier ce que tu as dit, il y a une dimension de cybersécurité, ça doit être absolument intégré dans la gouvernance de cybersécurité de l'entreprise, en espérant qu'il y ait une réflexion sur cette gouvernance, en espérant à minima qu'il y ait un référent de cybersécurité ou un responsable de cybersécurité qui a été là et mis en place. Ça, effectivement, c'est la base de la base. Et là-dessus, sur les nouveaux risques, alors aujourd'hui, on sent venir des choses, mais on n'a pas forcément vu de façon très formalisée des nouveaux attaquants qui utiliseraient énormément d'IA. Par contre, ce qui est très clair, c'est qu'on voit une explosion de ces attaques de phishing, de faux emails, voire même du clonage de voix, voire même un petit peu d'hypertrucage. On reprend toi, malheureusement, là, tu étais passé en vidéo, tu n'as pas de chance. Donc, on va prendre ta vidéo et puis il y a Olivier qui va dire plein de choses plus ou moins étonnantes sur son entreprise. Ailleurs, c'est possible. Donc, ça, c'est un risque émergent. Et quand je dis émergent, c'est que ça risque d'aller très vite quand même. Mais essentiellement, ça reste encore aujourd'hui beaucoup, en fait, une explosion des mauvais emails, des mauvais phishing, qu'on appelle business email compromise. Ça, c'est une réalité parce que, comme tu l'as dit, Béatrice, on peut mieux écrire les emails. Alors, on arrive un petit peu au bout de notre échange, qui, j'espère, aura été intéressant pour nos auditeurs. En tout cas, de mon côté, il a été très plaisant. J'espère aussi pour toi, Olivier. Est-ce que tu as des dernières questions Non, en fait, je pense qu'on a soulevé tous les aspects en fait, de la cyberattaque. Voilà, il faut de toute façon faire un diagnostic. Il ne faut évidemment pas le faire de manière
cocher des cases, mais le faire de manière vivante, faire participer les collaborateurs, les sensibiliser, s'aider et se faire entourer, je pense, parce qu'on ne peut pas le faire nous. C'est un sujet en plus dans notre temps de travail. C'est un coût supplémentaire malgré tout dans l'entreprise, donc il faut l'intégrer, il faut le chiffrer. Et après, il faut se prémunir de tous ces risques en se mettant à jour, en suivant l'actualité et en nommant les bonnes personnes aux bons endroits. Je pense qu'on n'est pas capable, nous, de le faire. En tout cas, moi, je ne suis pas capable de le faire. Mais je suis capable de peut-être trouver les personnes qui vont m'aider à le faire. Voilà. Et j'entends que Nice 2 arrive et que du coup, je vais m'y intéresser. Je vous remercie. Je t'en prie. Béatrice, peut-être Des ressources aujourd'hui en ligne, il y en a plein. On a cité l'ANSSI, on a cité cybermalveillance.gouv.fr également, qui accompagne des particuliers, mais également les entreprises pour la compréhension de ces différents risques. Les centres d'excellence cyber qui se retrouvent un peu sur tout le territoire sont également de très bons, de très bons interlocuteurs. Et les professionnels du secteur également, que ce soit des consultants, que ce soit des ingénieurs, que ce soit des entreprises qui peuvent aider derrière à vous sécuriser et à sécuriser notamment votre business. Merci. Un dernier point, donc tu dis que c'est un coût, c'est vrai, mais comme on vit dans un monde du code, aujourd'hui la qualité, on dirait la qualité industrielle telle qu'on l'a pensée au siècle dernier, aujourd'hui c'est la qualité du code, et cette qualité du code, c'est ta cybersécurité. Donc il faut le voir aussi désormais comme un investissement dans ta qualité sur lequel, si tu fais bien les choses, tu peux communiquer et qui peut être un avantage compétitif. On le voit par exemple dans les grands acteurs du cloud et même dans les banques qui investissent beaucoup dans les cybersécurités et qui en parlent de plus en plus parce que c'est devenu un élément pour rassurer les clients et pour leur montrer la qualité des opérations. Voilà. Alors, une dernière chose avant qu'on laisse l'antenne. Ne pas oublier que vous avez à l'intérieur de BPI, je crois qu'il y a une très belle slide qui s'affiche derrière moi, des responsables communication réseau qui sont à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet. Et j'espère que vous avez désormais beaucoup de questions sur le sujet parce que j'espère que vous avez compris que c'est un sujet qui est fondamental. Donc, vous voyez l'ensemble des responsables communication réseau BPI à votre disposition. J'espère que ce début de matinée a été revigorant pour vous. Et peut-être très vite, à très bientôt, en tout cas très vite sur ces questions cyber. Merci Olivier, merci. Merci Guy Philippe. Merci à vous.